8h13, bienvenue à tous. C'est la grande interview avec ce matin Manuel Valls. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancien Premier ministre évidemment et ancien ministre de l'Intérieur. On va parler des questions d'immigration, on va parler des questions de sécurité, on va parler du budget. Évidemment, c'est parti pour l'examen du budget à l'Assemblée nationale. Un budget qui prévoit 60 milliards d'efforts budgétaires. Sans efforts, le déficit exploserait encore un peu plus en France. À cause de qui la France se retrouve-t-elle dans cette situation ? C'est la vraie question. Et au fond, la question, c'est de savoir comment pu-on en arriver là. Il y aura des commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je ne suis pas là pour dresser des budgets, désigner des poteaux, mais je suis là pour essayer de comprendre ce qui s'est véritablement Vous avez été passé. Premier ministre. Vous connaissez parfaitement les arcanes de l'État. Vous avez une idée de ce qui a pu se passer? C'est une simple erreur? C'est de l'incompétence de Bercy qui n'a pas prévu? Il peut toujours y avoir, non seulement des erreurs, mais des changements de prévision. Les rentrées des recettes de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés sont moindres. Donc il faut rectifier. Mais le Premier ministre, le ministre des Finances et du Budget, le Président de la République, donc bref, l'exécutif a tous les moyens au quotidien comprendre comment les choses peuvent se passer entre la Banque de France, la Cour des comptes, l'INSEE, évidemment la direction du Trésor, celle du budget. Vous avez tous les éléments pour suivre, contrôler les dérapages. Or, cela vient sans aucun doute de loin, avec des rentrées fiscales moindres et des dépenses, avec le quoi qu'il en coûte, qui n'ont pas cessé d'augmenter. Donc si je vous suis, tout le monde savait. Donc, on le sait, puisque j'ai lu beaucoup d'articles. Moi, je ne suis pas parlementaire, je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas informé, sinon, et c'est déjà très bien, par la presse. Et donc, il y a plusieurs notes, il y a déjà un an, qui avisaient des dérapages possibles. Donc, au-delà de ce constat, la question est de savoir comment on fait pour faire face à ce dérapage qui est lourd et qui est grave, qui est sans équivalent dans notre histoire budgétaire, même si nous vivons depuis des années avec des déficits et de la dette, mais pas à ce niveau-là. Quand nous avons quitté le pouvoir en 2017, le déficit était à moins de 3%. Il faut toujours le rappeler. 60 milliards d'efforts budgétaires, 20 milliards de hausse d'impôts, 40 milliards de dépenses publiques en moins, de réduction des dépenses publiques. Certains proposent de vendre une partie des bijoux de famille, comme on dit, des participations de l'État dans des grandes entreprises. Orange, la Française des Jeux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais moi, n'étant pas parlementaire, je viens de le dire, ce qui m'intéresse, c'est le moyen et long terme. Parce que de toute façon, pour faire bouger le tanker France, le budget, il faut du temps. Évidemment, je dirais que le ratio entre la baisse de la dépense publique et l'augmentation des impôts, en soi, me paraît assez juste. 2 tiers concernant les dépenses publiques, 1 tiers concernant la fiscalité. Mais nous savons tous que pour faire baisser les dépenses publiques, pour réformer l'État, il faut du temps, sachant que nous avons des priorités. La défense, la justice, la sécurité dans un monde difficile et incertain, la recherche et l'innovation, l'école, parce que nous savons de toute façon, c'est un budget particulièrement lourd et important. Donc, la proposition, par exemple, de vendre des parts que l'État détient dans un certain nombre de sociétés pour nous aider, non pas à baisser le déficit, mais à désendetter le pays, cela me semble une bonne proposition. Il faut savoir où, comment, mais les 3 parlementaires qui ont de l'ancienne majorité qui ont fait ces propositions, elles me paraissent intéressantes. Mais plus largement, comment on fait en sorte que... Parce que je crois que nos compatriotes ont peur. Les commerçants, les entrepreneurs... Ça n'incite pas à dépenser, hein ? Les Français, tout simplement. Oui, parce que, évidemment, l'effet, même si le gouvernement s'en défend, c'est un risque, bien sûr, de récession. L'austérité, la rigueur, prenez le mot que vous voulez, peut provoquer de la récession et ralentir donc davantage la croissance. Et si vous avez moins de croissance, vous avez moins d'activité et donc aussi vous avez moins de recettes fiscales. Donc moi, ce que j'attends aussi, même si je sais que la situation pour le Premier ministre actuel est particulièrement difficile, c'est aussi en matière de dépenses et de fiscalité une certaine vision. Je pense qu'on s'interdit des propositions, par exemple, intéressantes. Je pense, par exemple,
à l'utilisation de la TVA. Je sais que c'est pas très populaire parce que c'est considéré souvent comme injuste parce que la part du revenu consommé est plus importante dans les ménages les plus modestes. Mais on peut jouer en augmentant la TVA, mais aussi en ne touchant pas aux produits de première nécessité. C'est-à-dire, mais alors vous augmenteriez la TVA sur quel produit? Elle est déjà à 20% la TVA. Vous l'augmentez à combien sur quel produit? Elle peut augmenter d'1 ou 2 points. En préservant les produits de première nécessité. Un exemple précis de produits sur le... C'est tout ce qui est dans tout ce qui est les produits de première nécessité, dans l'alimentaire, dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Vous augmenteriez la TVA pour ces produits-là? Mais non. Pour tous les autres, et ceux-là sont préservés. Les produits de première nécessité ne sont pas donc une augmentation de la TVA. Une augmentation de la TVA. Oui. Mais on peut aller plus loin, avoir une réflexion, ça a déjà été fait par Nicolas Sarkozy, je l'avais proposé en son temps, je crois que Dominique Strauss-Kahn aussi, qui est l'utilisation de ce qu'on appelle la TVA sociale. C'est-à-dire qu'on baisse les cotisations assises sur les salaires, donc c'est bon aussi pour l'économie, et on augmente la TVA, je viens de le dire, et on l'affecte au financement de la protection sociale. Parce que dans les déficits que nous connaissons, c'est notamment dans l'assurance maladie, dans la sécurité sociale, pour ce qui concerne le régime des retraites, que nous avons les déficits les plus lourds et les plus structurés dans le temps. En prenant cet exemple, je veux dire tout simplement, je crois qu'il faut, au lieu de passer le rabot partout, de participer au concours Lépine, comme l'a dit Michel Barnier, il faut avoir une stratégie parce que nous n'en sortirons pas uniquement à travers ce budget. L'effort qui va être demandé aux Français et aux entreprises va être long et difficile. Mais monsieur le Premier ministre, Manuel Valls, je suis confus de vous le dire, mais les idées pour augmenter les impôts ne manquent pas. Ce qui manque, c'est les idées pour réduire les dépenses publiques. Là, vous défendez une augmentation de la TVA. Oui, parce que baisser la dépense publique, je suis favorable, mais j'attends qu'on me dise où. Dans quel secteur précis? C'est impossible de baisser la dépense publique, de réduire drastiquement le nombre de fonctionnaires, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy. Mais il faut le faire, mais il l'avait fait par exemple en touchant à la police et à la justice. Et ça lui a été très justement reproché. Et d'ailleurs, quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2012, vous avez remis des policiers dans la des policiers c'était peut-être pas et des juges. Oui, mais alors après, on peut faire des réformes concernant le temps de travail des fonctionnaires, davantage décentraliser, en finir avec les doublons. Mais j'attends aussi un langage de vérité. Par exemple, les mêmes qui aujourd'hui s'opposent à la diminution de la dépense publique sont les mêmes qui s'opposent aussi à la nécessité de réformer notre régime des retraites parce qu'il y a l'espérance de vie et parce qu'il y a aussi des déficits dans ce domaine-là. Donc il faut aussi dire la vérité aux Français. On ne peut pas revenir sur la réforme des retraites, même si on faut en corriger les éléments injustes. Et moi, j'étais favorable d'abord à la retraite par points que proposait notamment la CFDT. Mais là aussi, il faudra travailler davantage, plus longtemps, en intégrant, encore une fois, la pénibilité, les carrières hachées, la problématique des femmes. Mais en tout état de cause... On ne travaille pas assez en France, Manuel Valls. Il faudrait travailler davantage, il faut plus de productivité. Elle n'est pas mauvaise, la productivité, dans notre pays. Mais l'idée qu'on travaillerait moins est à rebours de tout ce qui se passe dans le monde et ce dont nous avons besoin. Et enfin, si nous pensons que nous avons deux grands problèmes à moyen et long terme, celui de la démographie, nous devons faire plus d'enfants, pour dire les choses simplement, et celui du vieillissement de la population avec un déséquilibre entre actifs et inactifs, qui va nous poser là aussi des problèmes de financement en plus de problèmes lourds de société, c'est-à-dire que ces questions-là, il faut les penser dans le temps. Sinon, on agit, le gouvernement n'a pas le choix, dans l'urgence. Et quand on agit dans l'urgence, c'est injuste et ça fait mal. L'immigration, le projet de loi immigration, Jordan Bardella, qui était à votre place hier, demande qu'il y ait de vrais changements. Il va y avoir une nouvelle loi immigration. Il demande la fin du droit du sol, la fin de l'AME, la fin du regroupement familial. On a le sentiment, ceci dit, vous allez nous dire votre sentiment à vous, mais que les lois s'accumulent et qu'aucune ne prend le taureau par les cornes et en réalité n'aboutit à une véritable réduction de l'immigration. Sur ce même plateau, j'ai souvent dit qu'il fallait un changement, une rupture, prenez le mot que vous voulez, en matière de politique d'immigration, et que toutes les politiques d'immigration qui ont été menées depuis une quarantaine d'années, même si certaines ont donné des résultats, ces politiques d'immigration doivent connaître, un changement. Oui. Une rupture, un changement, ça veut dire une immigration réduite, une réduction de l'immigration. Avec un vrai débat, a-t-on besoin de davantage d'immigration aujourd'hui ? Non.
Faut-il mener cette politique au seul niveau national ? Non, il faut le faire au niveau national, mais d'abord au niveau européen. Il y a une conjonction aujourd'hui, me semble-t-il, des discours et de l'action qui est en train de se faire, et c'est une bonne chose, au niveau européen, avec la renégociation de ce qu'on appelle la directive retour, et ce que souhaite faire le gouvernement dans notre pays. Donc il faut des changements pour réduire l'immigration illégale d'abord, choisir davantage notre immigration. Alors je sais qu'il faut des changements de la Constitution, donc ça n'est pas facile si on veut une politique de quotas, et donner la priorité avant tout à l'assimilation, parce que je pense qu'il faut d'abord s'occuper de ceux qui sont sur notre sol. Alors justement, Othman Nasrou, qui est secrétaire d'État chargé de la citoyenneté, veut rehausser les critères de maîtrise de la langue française et d'acceptation des valeurs républicaines exigées pour s'installer en France. Actuellement, il faut assister à des cours de français et non pas maîtriser le français. Donc il veut en clair un test. Est-ce qu'on est trop laxiste sur ces questions aujourd'hui ? Est-ce qu'il va dans la bonne direction ? Je pense que l'apprentissage de la langue, des valeurs communes, la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes, le respect de notre culture, de notre histoire, oui, ça doit être une obligation, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai appris à être français. Je l'ai souvent dit, je suis né à l'étranger, j'étais naturalisé français quand j'avais 20 ans. J'ai appris à devenir français, à aimer ce pays. Donc, j'y reviens. Le secrétaire d'État, le ministre délégué, le dit très bien dans son entretien, l'assimilation, ça fait partie de notre histoire. Et donc, il faut l'imposer, il faut l'intégrer dans la manière dont nos politiques publiques sont menées pour que nous ayons de nouveau cette capacité à partager ensemble un destin commun. Manuel Valls, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Je voulais parler également de l'actualité internationale avec vous, Manuel Valls. Le leader du Hamas, Yahya Sinwar, a été tué. Benjamin Netanyahou dit que c'est le début de la fin de la guerre à Gaza. Comment est-ce que vous analysez la situation en Israël actuellement ? Moi, je pense qu'Israël est en train de gagner cette guerre, contrairement à ce que beaucoup avaient dit il y a un an. La guerre contre le Hamas. La guerre contre le Hamas. C'est difficile. Parce qu'il y a évidemment les drames provoqués par la guerre. Il y a des milliers de morts civiles, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Il y a des réfugiés. Il y a une souffrance, bien sûr, des populations civiles palestiniennes. Mais Israël mène une guerre qui est légitime. Israël a le droit et le devoir de se protéger, évidemment de ramener les otages à la maison et d'en finir avec une organisation terroriste, le Hamas. Et c'est la condition préalable pour toute paix, pour toute solution politique. Donc, le travail doit être mené jusqu'au bout en éradiquant l'appareil militaire et terroriste du Hamas. De ce point de vue-là, j'espère qu'Israël y arrivera le plus tôt possible. Et incontestablement, ces derniers jours, ces dernières semaines, des progrès ont été accomplis dans ce sens. Mais nous savons que c'est une guerre globale, qu'il y a la guerre au nord aussi face au Hezbollah, et que derrière, il y a l'Iran qui demain peut avoir la bombe atomique. Donc nous sommes dans un de ces moments difficiles, et les dirigeants occidentaux doivent comprendre qu'Israël est en première ligne face à l'islamisme et que s'y joue aussi d'une certaine manière notre destin. Comment qualifieriez-vous la position d'Emmanuel Macron vis-à-vis d'Israël ? Emmanuel Macron qu'on a parfois du mal à suivre sur cette question. Incompréhensible. Je dis d'une certaine manière mon incompréhension, mon indignation même vis-à-vis de certaines prises de position du président de la République. Ça va, je n'assiste pas à une manifestation pour la République contre l'antisémitisme parce que je ne veux pas diviser les Français. On ne divise pas sur la question cruciale de la lutte contre la haine des Juifs. Le fait qu'on ne livrerait pas d'armes à Israël, on n'en livre pas, mais alors que ce pays ami, allié et démocratique est en première ligne, je viens de vous le dire, sur plusieurs fronts, face au terrorisme islamique, des déclarations rapportées, je le sais bien, du Conseil des ministres qui prouvent une incompréhension, je crois, sur l'histoire du sionisme d'Israël et la sensibilité dans le monde juif aujourd'hui. Beaucoup de Français aujourd'hui ne comprennent pas ces prises de position, ce zigzag permanent. Et c'est dommage parce que du coup, la France savait vivre. Il ne peut pas y avoir d'équidistance entre d'un côté le Hezbollah et le Hamas, des organisations terroristes qui ont tué des Français, et Israël qui est un pays démocratique et allié. On peut toujours critiquer un gouvernement, mais les Israéliens le font très bien puisque c'est une démocratie. Et nous devons être impeccables dans le soutien à Israël. Et par exemple, je suis indigné qu'on interdise à Israël de présenter ses armes dans des salons militaires, hier à Satori, demain dans un salon naval. C'est incompréhensible, ça brouille notre parole et ça affaiblit la France.
Manuel Valls était l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de CNews et d'Europe 1. Bonne journée à vous.